Merci Samuel, bonjour à tous. Je vais donc vous parler aujourd'hui, dans cette communication qui s'intitule « Entre médiation des savoirs et militantisme vidéoludique », je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de la scène des vidéastes qui s'intéressent particulièrement aux jeux vidéo. Et en effet, il existe deux sortes de communication de recherche et qui ont eu lieu aujourd'hui. Il y a celle qui traite du jeu vidéo et des youtubeurs qui parlent de jeux vidéo, et les autres, celle-ci, celle que je suis en train de débuter, fait bien sûr partie de cette première catégorie. La recherche que j'ai menée, en fait, était tachée en tâche de fond. Il y avait plusieurs questions qui revenaient. La première, c'est peut-on qualifier aujourd'hui les vidéastes, les youtubeurs et les youtubeuses comme des vulgarisateurs et des vulgarisatrices? La deuxième question que je me suis posée et que je me pose encore aujourd'hui, c'est est-ce que finalement la vulgarisation, est-ce qu'elle est soit une finalité pour elle-même, ou plutôt, est-ce qu'elle est plutôt un instrument? Hop là, voilà. Est-ce qu'elle est plutôt un instrument qui va servir à développer une idéologie, enfin une opinion politique sur, dans mon cas, un objet culturel qui est donc le jeu vidéo? Enfin, l'une des dernières questions qui a alimenté ma recherche, c'est comment gère-t-elle et il cette dualité entre prise de position vis-à-vis de l'objet culturel, donc jeu vidéo, et les intentions pédagogiques qui peuvent être presque assimilées à de l'éducation populaire. Dans la problématique de recherche que j'ai menée, il y a donc eu plusieurs questions que j'ai traitées. La première, c'est dresser un état de ce qu'est la vidéo YouTube sur le jeu vidéo. Alors, vidéo YouTube, c'est questionnable comme terme, mais on peut aussi évoquer la vidéo tout simplement sur Internet. La deuxième problématique que je me suis posée dans cette recherche, c'est observer finalement les évolutions des contenus culturels liés aux jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui on parle de vulgarisation en 2017, mais est-ce que la vulgarisation était représentée ou faisait référence à la même chose en 2006 ou auparavant? La troisième problématique, c'est finalement qualifier les nouveaux médiateurs et médiatrices de savoir et de connaissances. C'est une question qui est récurrente finalement, qui a été récurrente toute cette journée. Et la dernière, c'est comprendre l'impact de ces vidéos directement sur l'objet culturel jeu vidéo. Et donc là, finalement, c'est comment les vidéastes proposent des nouvelles représentations du jeu vidéo et comment ils vont chercher à modifier, susciter de nouvelles trajectoires de développement pour le jeu vidéo. La méthodologie de cette recherche s'est faite en deux temps principalement. Tout d'abord, j'ai mobilisé un cadre théorique qui s'ancre en sociologie, mais aussi dans les sciences de gestion, puisque les sciences de gestion ont été les premières à s'emparer un petit peu de tout ce qui concernait le numérique, notamment par un vocabulaire qui a été utilisé toute la journée. On parle de leader d'opinion, d'influenceur, de lead user. Voilà, ça c'est ce sont des termes qui s'ancrent véritablement dans les sciences de gestion. J'ai mené, pour obtenir des éléments de réponse, deux campagnes. Donc, une première qui a eu lieu entre août et septembre et qui est constituée de 11 interviews. Et une deuxième qui correspond à la diffusion d'un questionnaire comprenant des questions ouvertes, et j'ai obtenu un total de 17 réponses, me donnant finalement un terrain de 28 vidéastes pour 27 chaînes représentées. Au niveau des enquêtés, on a un panel assez large qui va de la chaîne qui possède une dizaine d'abonnés à la chaîne qui possède le plus et qui a été interrogée, qui est celle de Monsieur Plouf, qui aujourd'hui a un nombre d'abonnés qui dépasse les 100 000. Donc finalement, ça constitue un petit peu mon panel. Ce qui est intéressant, et je vous ai parlé d'abonnés, et c'était une chose que je n'avais pas spécialement envie de faire, puisque dans le cadre de mes recherches, je me questionnais véritablement sur la vulgarisation sur le contenu et aussi sur les créateurs de contenu, et pas forcément sur la réception. Donc c'est pour ça que là, je mentionne mes enquêtés, mais je ne fais pas état de l'ensemble de leurs caractéristiques numéraires. Et c'est aussi intéressant puisque si j'avais fixé un seuil, je me serais privé notamment des femmes qui prennent parole et qui vulgarisent des contenus sur le jeu vidéo. Et ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas me permettre. Au niveau des hypothèses initiales sur les vidéastes, j'ai tout d'abord construit un cadre théorique qui repose globalement sur la notion d'entrepreneur au sens schumpeterien. Donc Schumpeterien a écrit un livre très intéressant au début du siècle dernier,
qui mobilisait la notion d'entrepreneur comme quelqu'un qui va lutter contre vents et marées pour imposer, asseoir une idée, une innovation sur un marché. Donc c'est finalement encore un vocabulaire très ancré dans l'économie. Mais en tout cas, cette notion d'entrepreneur a amené de nouvelles appellations, donc par exemple celle des pro-amateurs, des pro-amatrices développées par Leadbeater et Miller, qui en fait définit tout simplement des publics qui sont experts, donc là on se rapproche de la définition de Leverato, donc des publics qui se considèrent experts, qui ont un certain niveau de compétence et de littératie vis-à-vis d'un objet particulier, et qui vont par la suite prendre position, proposer des contenus qui ne vont pas être professionnels, mais qui vont vouloir se rapprocher et des contenus professionnels. Les deux derniers termes de lead user et de leader d'opinion sont extrêmement liés. Les lead users, ce sont les personnes qui en général se procurent les objets qui sont à la pointe technologiquement. Par exemple, les personnes qui présentent des iPhones sur YouTube, on peut les considérer comme des lead users puisqu'ils obtiennent, en général, ils ont une volonté d'obtenir les objets avant tout le monde pour pouvoir en parler. Et les leaders d'opinion sont forcément des personnes c'est une notion qu'on peut rapprocher des influenceurs qu'on utiliserait forcément plus aujourd'hui, mais ce sont des personnes qui vont chercher à inciter leur entourage à penser plutôt de la même façon qu'eux-mêmes. La sélection des vidéastes, je l'ai mentionné, ne s'est pas faite sur le nombre d'abonnés, elle s'est faite sur un ensemble de marqueurs pragmatiques, et ces marqueurs pragmatiques étaient concentrés principalement dans les descriptions des vidéos. Et ces marqueurs pragmatiques faisaient référence plutôt à ce qu'on pourrait nommer aujourd'hui dans l'imaginaire collectif un vulgarisateur, donc présence de sources scientifiques, techniques dans les descriptifs, un système qui peut être plus ou moins abouti de citations, etc. Et donc là vous avez quelques exemples, notamment l'encadré qui correspond à la vidéo Qu'apporte What Remains of Edith Finch de Olbius, et là on voit qu'il fait référence donc premièrement à une vidéo d'un groupe de vidéastes qui s'appelle Game Next Door, et la deuxième référence qui est surlignée, c'est un article qui a été publié sur un site, c'est un article, voilà. Mais j'emploie le terme de vulgarisation un peu à tort et à travers, et il convient maintenant quand même de proposer une définition sur laquelle je vais m'appuyer pendant toute cette présentation. Et j'ai fait un choix assez simple, j'ai pris la définition d'Autier qui définit la vulgarisation comme une activité de diffusion vers l'extérieur de connaissances scientifiques produites à l'intérieur d'une communauté plus restreinte. Alors je vais tout de suite spoiler la fin de ma présentation. Par rapport à cette définition, non, la vulgarisation sur Internet n'existe pas, en tout cas pas au sens d'Autier. Je vous ai mentionné auparavant, plus tôt dans la présentation, qu'il y a eu l'une des questions qui était récurrente dans mon propos, c'est comment en fait on peut caractériser, observer l'évolution de la vulgarisation, en tout cas de la médiation des savoirs et des connaissances sur les jeux vidéo. Et il se trouve que c'est assez important, et pour ce faire, j'ai décidé de présenter, en tout cas la suite de cette présentation va être découpée de la façon suivante. Je vais d'abord entamer une période un peu historique qui va retracer l'évolution de la vidéo sur le jeu vidéo à partir des entretiens qui ont été menés. Ensuite, je vais aborder les vulgarisateurs et les vulgarisatrices sur le jeu vidéo d'un point de vue un peu macro, donc en tant qu'ensemble constitué ou plus ou moins constitué sur la plateforme YouTube. Et enfin, avant la conclusion, j'interviendrai plus précisément au niveau macro, directement sur les vulgarisateurs et les vulgarisatrices. Et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo sur YouTube, la vidéo sur le jeu vidéo remonte en fait avant les années 2000, puisqu'il y a eu toute une période institutionnelle durant laquelle des sites de presse comme jeuxvideo.com ont diffusé des contenus, des vidéos, et c'était principalement des contenus à caractère publicitaire ou alors informatif, on va dire, de présentation. Il y a en 2006 un changement de paradigme puisque c'est l'arrivée des gaming live sur jeuxvideo.com que vous voyez, donc vous voyez les deux premiers, le premier gaming live qui est consacré au jeu Psychonaut, qui est un excellent jeu au passage,
Et ça a été le début de la présentation ou de jeux dans lequel on a eu aussi de l'audio, des journalistes qui prenaient parole et qui présentaient les jeux. En parallèle, toujours en 2006, on voit l'émergence des premiers vidéastes amateurs qui vont présenter des contenus de présentation sur le jeu vidéo. Et là, vous avez donc l'une des toutes premières et qui fait un peu référence, c'est celle du Hooper, qui date de 2006, donc quasiment au lancement des Gaming Live sur jeuxvideo.com. Et là, c'était sur une initiative de jeuxvideo.fr. C'était un appel à la communauté, et donc il y avait un peu cette idée de crowdsourcing avant qu'on puisse le nommer, puisque là c'est un terme donc anachronique. À la suite, au cours des années 2010, au début des années 2010, on voit l'apparition des chaînes qui sont aujourd'hui extrêmement célèbres, qui dépassent le million d'abonnés. Et ce qui est intéressant au niveau de ces chaînes, c'est qu'il y avait une volonté de construire, d'asseoir un programme qui est cohérent dans son ensemble. Et là, je vous ai mis uniquement les vignettes à titre d'exemple du Joueur du Grenier, puisque aussi le Joueur du Grenier est assez important, mine de rien, sur cette question de la médiation des savoirs sur le jeu vidéo. Et donc là, vous voyez qu'il y a une esthétique globale qui est respectée, avec des codes qui sont signifiants et qui sont cohérents ensemble. Et Joueur du Grenier s'est fait remarquer notamment par son humour, et avec son humour, il a distillé quelques éléments qui pourraient s'assimiler à de la médiation de savoir et de contenu. Voilà. Là, vous avez la dernière période qui m'intéresse et que j'ai observée. Ce sont les premières vidéos donc, de Pierre, qui est un vidéaste qui s'est lancé en 2015. Et là, vous voyez une extrême cohérence aussi de ces vidéos, de ces vignettes. Mais très vite, Pierre est quelqu'un qui s'est détaché de cela pour partir totalement explorer le contenu, la réalisation vidéo. Et aujourd'hui, sa chaîne propose des contenus extrêmement variés. Et donc c'est un peu ça la différence entre la période précédente et celle qui est actuelle, c'est que les vidéastes qui se sont lancés à peu près entre 2014-2015 ont aujourd'hui une plus grande plasticité dans leur contenu, tandis que les premiers, qui datent de 2010, cherchaient plutôt à avoir une cohérence globale vis-à-vis de leur chaîne. Ce qui m'amène un peu finalement, quand je vous ai présenté la définition d'Autier, c'était pas non plus de manière agressive pour tout de suite rejeter la vulgarisation sur Internet et surtout la vulgarisation qui se consacre à un objet culturel. C'était plutôt pour proposer un autre axe de réflexion qui est celui de la science populaire. Puisque, au travers de mes entretiens, je me suis rendu compte que les vidéastes, certes, ne respectent pas uniquement la médiation de savoir scientifique, ou même technique, si on voudrait élargir, ou même un petit peu, voilà, oui, vraiment technique, mais plutôt que finalement les vidéastes piochent un peu à droite à gauche, se citent entre eux, citent ponctuellement des acteurs académiques, mais aussi techniques, mais surtout, et comme je vous l'avais montré avec la vidéo d'Olbius, ils se citent entre pairs. Donc là, il me semble que c'est une approche intéressante, puisque parler de sciences populaires sur YouTube, c'est plutôt de parler d'un phénomène qui se développe un peu à côté des sciences académiques, et qui finalement, alors il y a des allées et venues entre cette science populaire et les sciences académiques, mais c'est intéressant de les distinguer en tant que deux axes d'évolution. Et donc là, vous avez par exemple un exemple de citation, où vous avez une première vidéo qui a amené un nouveau concept, donc le concept d'immersive sim, et ça s'est développé ensuite dans d'autres vidéos chez d'autres vidéastes, et ça c'est quand même un phénomène qui est très intéressant à observer. Finalement, ça m'a amené un petit peu à distinguer les contenus sur le jeu vidéo qui sont scindés que je propose de scinder en deux grandes catégories, qui sont les contenus gaming, qui vont regrouper un peu des walkthroughs, des playthroughs, des let's play et autres. Ce sont des vidéos qui sont très proches, similaires, qui sont très proches, et qui ont l'intérêt de visualiser, d'utiliser l'objet jeu vidéo plutôt comme une expérience, comme un comportement, et donc ils vont essayer de retranscrire un comportement, l'acte ludique. Contrairement aux autres vidéos, qui vont, elles, concevoir le jeu vidéo comme un objet culturel, et là, ça va être un panel de déclinaison entre la test et la présentation, mais présenter aussi le jeu vidéo, l'analyse
comme un objet technique et ludique, l'analyse comme un objet culturel, ludique, etc. Mais aussi utiliser le jeu vidéo comme un objet plastique qui peut être utilisé dans la création artistique. Et là, c'est quelque chose qui est en train de se développer avec la chaîne de pierre que j'ai mentionné plus tôt. Et ça, c'est un nouveau phénomène qui est apparu à peu près en 2015 aussi. Donc finalement, il y a une évolution de la vidéo culturelle sur le jeu vidéo, et il y a une évolution de la vulgarisation sur le jeu vidéo. Et donc, c'est un peu de cette façon que je les représente. Il y a eu d'abord une période institutionnelle, puis exploratoire avec les premiers sites journalistiques qui ont publié des contenus vidéo, puis ensuite une période exploratoire dans laquelle se sont développées plein de grandes chaînes qui sont connues aujourd'hui et qui restent connues et célèbres et qui restent cohérentes dans leur ensemble. Et aujourd'hui, on est plus dans une phase que j'appelle sciences populaires. Concernant les vidéastes maintenant, au travers des entretiens que j'ai menés, finalement, beaucoup de choses tournaient autour de la notion de légitimité qu'ils s'attribuent ou non en tant que créateurs de contenu culturel sur le jeu vidéo. Et c'est un point central qui est corrélé, alors qu'il ne fait pas de il n'y a pas de cause-conséquence, mais là je parle de corrélation entre donc, cette légitimité qu'ils s'attribuent ou pas, et les intentions de création, leur ambition aussi en tant que diffusion de messages, etc. Et aussi, la deuxième chose que j'ai observée qui est particulièrement intéressante, c'est le rejet de l'objectivité comme objectif méthodologique et créatif. Et donc là, ce sont des vidéastes qui, les 28 que j'ai interrogés, revendiquent clairement un parti pris qui est assumé et qui va s'ancrer aussi dans une démarche et dans une réflexion aussi plus largement politique. Donc là, par exemple, vous avez la citation de Tom V, qui est parti de Thomas, le créateur de la chaîne Game Spectrum. Bien sûr que c'est politique. Quand tu décides de parler à des gens d'un message que tu as vu dans un jeu, c'est un choix politique, le choix du jeu, le choix du message. Et donc, la vulgarisation, c'est politique, notamment parce que c'est ce que tu choisis de vulgariser. C'est pour ça aussi que je pense sincèrement que mes vidéos se rapprochent un peu de l'idée de l'éducation populaire. À cette question de légitimité, j'ai distingué 3 profils théoriques qui sont perméables et dans lesquels les vidéastes font des va-et-vient. Celui ou celle qui se considère légitime, soit par son statut de joueur, donc je suis joueur, je me considère légitime pour parler du jeu vidéo, ou alors qui vont tout simplement défausser la question en disant bah, je suis autant légitime que d'autres. Donc c'est un statut qui est aussi discutable. Le deuxième profil, c'est le ou la vidéaste qui se considère légitime parce qu'il y a des preuves de compétences techniques avérées qui peuvent être constatables, notamment par exemple une certification. Et enfin, le dernier profil que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le ou la vidéaste qui ne se considère pas légitime car sans certification, diplôme lié aux jeux vidéo, malgré que l'on puisse observer des compétences et une littératie clairement à travers leurs vidéos, etc. Et ce qui est intéressant avec ce profil, c'est qu'il s'encastre des observations que j'ai faites à l'issue des entretiens et des questionnaires diffusés, c'est que cette réflexion de rejet de la légitimité, c'est que ça s'encastre dans un processus plus ou moins abouti de déconstruction, soit en termes social, pour ma part, dans le cas des interviewés, des enquêtés, etc. Là, nous avons un commentaire particulièrement intéressant de Miss Mew, donc qui est game designeuse, et qui dit « Je me sens légitime dans le jeu vidéo en tant que game designeuse, en tant que scénariste aussi, mais pas forcément en tant que vulgarisatrice, ironiquement. Pourtant, c'est une créatrice qui aujourd'hui a une chaîne qui est stable, qui mériterait de progresser, ça c'est un commentaire personnel, mais là, ce qui est intéressant avec ce commentaire, c'est qu'ils prennent en compte une pluralité de compétences qui n'est pas forcément en lien et qui n'est pas forcément accessible dans un très court laps de temps, puisque là, il y a une distinction à faire entre la compétence qui est technique et vraiment la compétence qui va être pédagogique, didactique. Une autre citation aussi qui est en référence notamment avec ce processus de déconstruction que j'évoquais, c'est que finalement, donc, Damastes, sous-titré Versus Excursus sur Twitter, énonce qu'il y a un rapport aux armes dans les jeux ou aux jeux contemplatifs qui semble aussi suivre un gradient politique ou de déconstruction. Finalement, qu'est-ce que cela énonce? C'est que les vidéastes, en fonction des jeux qu'ils choisissent, on va pouvoir observer s'ils se considèrent ou non légitimes, et plus ils vont choisir des objets dans leur corpus
Puis ils vont choisir des objets dans leur corpus qui vont être proches de ce qu'énonce notamment Damastès comme des jeux contemplatifs ou dans lesquels on se balade, on ne tue pas forcément des antagonistes plus ou moins situés. Eh bien, on va avoir un rapport différent au niveau politique et de déconstruction. Donc finalement, les vulgarisateurs et surtout les vidéastes dédiés aux jeux vidéo sont, de ce que j'ai observé, finalement des personnes, des acteurs et des actrices paradoxaux et paradoxales, puisqu'ils considèrent globalement tous que la vulgarisation est inhérente à leur activité qui est plus large et plus complexe, mais chacun s'encastre plus ou moins différemment, mais en tout cas surtout partiellement par rapport aux définitions que j'ai proposées plus tôt de lead user, d'influenceur. Notamment, il y a un extrême rejet de la notion d'influenceur en fonction du placement de la situation politique du vidéaste. Donc plus le vidéaste va être dans une situation dans un processus de déconstruction, et plus il va y avoir ce rejet un petit peu de ces termes qui sont très situés politiquement, mais aussi dans les sciences de gestion, etc. Et enfin, il y a malgré tout une volonté fédérative, donc l'objectif, notamment, j'ai eu l'opportunité d'interroger des vidéastes qui s'identifient aussi comme des personnes LGBT, mais aussi racisées, et qui vont venir énoncer que la création de contenu est aussi liée à la volonté de créer un espace qui est accessible pour les personnes qui présenteraient des caractéristiques similaires. Mais malgré tout, il faut mettre ça en relief par rapport à leur inconnaissance ou méconnaissance de leur public, ce qui me pousse aussi à rejeter cette notion de vulgarisation, puisque les personnes que j'ai interrogées n'arrivent pas à situer, à catégoriser le public qui les regarde, et donc on ne sait pas si véritablement ils s'adressent à leur pairs, donc à des joueurs qui vont être plus ou moins avertis, mais en tout cas, ils ne savent pas s'ils s'adressent à des non-joueurs et des non-joueuses. Et donc du coup, on ne sait pas s'ils sortent véritablement de leur sphère d'influence. Et enfin, il y a quelque chose de très intéressant, ce sont des vidéastes qui publient majoritairement leur contenu sur YouTube, mais il y a une autocritique et une critique de YouTube qui est considérée comme toujours en relation avec ce processus de déconstruction et ce processus politique, ce gradient politique, qui est considéré comme un système qui est inégalitaire et parfois autoritaire. Donc là aussi, notamment, il y a certains vidéastes qui marquent par l'utilisation du vocabulaire choisi une certaine critique de la plateforme, notamment parce que déjà, le terme plateforme suppose une certaine horizontalité des choses qui rentre peut-être en contradiction avec les situations de monopole que l'on peut observer si on devait parler en termes économiques. Les situations de monopole en termes de vues, etc., en termes de clics. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant et que j'ai pu observer dans mes observations. En guise de conclusion, je préfère aujourd'hui, en 2017, parler de sciences populaires, puisqu'on ne peut pas encore dire qu'on est véritablement dans une phase de vulgarisation, toujours dans le cadre de l'objet culturel jeu vidéo. Et ce sont des acteurs qui présentent donc un ethos assez paradoxal, puisque d'un côté, il y a une volonté de diffuser un message, mais en même temps, il y a un retrait de leur part quand il s'agit de dire s'ils veulent ou pas convaincre leur public, leur audience, de quelque chose, d'un message en particulier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? La question de la réception, diffusion des idées, des représentations et scénarisation pédagogique ne se pose pas lors de la création, de leur création. Donc finalement aussi, on pourrait questionner leur volonté de vulgarisation, puisqu'ils ne supposent pas, dans la création même de leurs vidéos, ils ne cherchent pas spécialement à dire, voilà, ils ne fixent pas des objectifs pédagogiques. À la fin de ma vidéo, le viewer, la personne qui aura vu ma vidéo, sera capable d'énumérer un certain nombre d'informations concernant tel jeu vidéo, etc. Enfin, et je vais très vite conclure là-dessus, donc comme je le disais, médiatisation des savoirs et des connaissances et volonté de persuasion n'est pas forcément reconnue. S'il y a vraiment ce système un peu bizarre, un peu louche dans leur part, c'est très très mal défini chez eux. Et ce qui pourrait être intéressant, surtout maintenant en guise d'ouverture, c'est d'aller observer surtout ce que font les vidéastes qui font principalement du gaming, puisque aussi dans ce cadre-là, on peut observer la diffusion, de la médiation de savoir. Je pense notamment par exemple au vidéaste Benzaï qui lors de ses sessions stream sur Twitch,
propose pas mal de pointes et d'anecdotes sur les jeux auxquels il joue. Et aussi, dernier point, et là c'est une ouverture par rapport aux autres communautés de discours, qui sont les communautés techniques, scientifiques et académiques. Ça peut être véritablement intéressant d'aller voir, certes, comment les communautés académiques influencent le travail des vidéastes sur le jeu vidéo, mais aussi, pourquoi pas, faire l'hypothèse qu'il y a des flux inverses et comment les vidéastes pourraient influencer ou pas les personnes des sciences académiques. Voilà, je vous remercie beaucoup pour de m'avoir écouté. Et désolé d'avoir un peu pris plus de temps que prévu. La première, c'est peut-on qualifier aujourd'hui les vidéastes, les youtubeurs et les youtubeuses comme des vulgarisateurs et des vulgarisatrices? La deuxième question que je me suis posée et que je me pose encore aujourd'hui, c'est est-ce que finalement la vulgarisation, est-ce qu'elle est soit une finalité pour elle-même ou plutôt est-ce qu'elle est plutôt un instrument? Hop là, voilà. Est-ce qu'elle est plutôt un instrument qui va servir à développer une idéologie, enfin une opinion politique sur, dans mon cas, un objet culturel qui est donc le jeu vidéo? Enfin, l'une des dernières questions qui a alimenté ma recherche, c'est comment gère-t-elle et il cette dualité entre prise de position vis-à-vis de l'objet culturel, donc jeu vidéo, et les intentions pédagogiques qui peuvent être presque assimilées à de l'éducation populaire. Dans la problématique de recherche que j'ai menée, il y a donc eu plusieurs questions que j'ai traitées. La première, c'est dresser un état de ce qu'est la vidéo YouTube sur le jeu vidéo. Alors, vidéo YouTube, c'est questionnable comme terme, mais on peut aussi évoquer la vidéo tout simplement sur Internet. La deuxième problématique que je me suis posée dans cette recherche, c'est observer finalement les évolutions des contenus culturels liés aux jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui on parle de vulgarisation en 2017, mais est-ce que la vulgarisation était représentée ou faisait référence à la même chose en 2006 ou auparavant? La troisième problématique, c'est finalement qualifier les nouveaux médiateurs et médiatrices de savoir et de connaissances. C'est une question qui est récurrente finalement, qui a été récurrente toute cette journée. Et la dernière, c'est comprendre l'impact de ces vidéos directement sur l'objet culturel jeu vidéo. Et donc là, finalement, c'est comment les vidéastes proposent des nouvelles représentations du jeu vidéo et comment ils vont chercher à modifier, susciter de nouvelles trajectoires de développement pour le jeu vidéo. La méthodologie de cette recherche s'est faite en deux temps principalement. Tout d'abord, j'ai mobilisé un cadre théorique qui s'ancre en sociologie, mais aussi dans les sciences de gestion, puisque les sciences de gestion ont été les premières à s'emparer un petit peu de tout ce qui concernait le numérique, notamment par un vocabulaire qui a été utilisé toute la journée. On parle de leader d'opinion, d'influenceur, de lead user. Voilà, ça c'est ce sont des termes qui s'ancrent véritablement dans les sciences de gestion. J'ai mené, pour obtenir des éléments de réponse, 2 campagnes. Donc, une première qui a eu lieu entre août et septembre et qui est constituée de 11 interviews. Et une deuxième qui correspond à la diffusion d'un questionnaire comprenant des questions ouvertes, et j'ai obtenu un total de 17 réponses, me donnant finalement un terrain de 28 vidéastes pour 27 chaînes reprises vidéo. Et il se trouve que c'est assez important, et pour ce faire, j'ai décidé de présenter, en tout cas la suite de cette présentation va être découpée de la façon suivante. Je vais d'abord entamer une période un peu historique qui va retracer l'évolution de la vidéo sur le jeu vidéo à partir des entretiens qui ont été menés. Ensuite, je vais aborder les vulgarisateurs et les vulgarisatrices sur le jeu vidéo d'un point de vue un peu macro, donc en tant qu'ensemble constitué ou plus ou moins constitué sur la plateforme YouTube. Et enfin, avant la conclusion, j'interviendrai plus précisément au niveau macro, directement sur les vulgarisateurs et les vulgarisatrices.
Et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo sur YouTube, la vidéo sur le jeu vidéo remonte en fait avant les années 2000, puisqu'il y a eu toute une période institutionnelle durant laquelle des sites de presse comme jeuxvideo.com ont diffusé des contenus, des vidéos, et c'était principalement des contenus à caractère publicitaire ou alors informatif, on va dire, de présentation. Il y a en 2006 un changement de paradigme puisque c'est l'arrivée des gaming live sur jeuxvideo.com que vous voyez, donc vous voyez les deux premiers, le premier gaming live qui est consacré au jeu Psychonaut, qui est un excellent jeu au passage, et ça a été le début de la présentation de jeux dans lequel on a eu aussi de l'audio, des journalistes qui prenaient parole et qui présentaient les jeux. En parallèle, toujours en 2006, on voit l'émergence des premiers vidéastes amateurs qui vont présenter des contenus de présentation sur le jeu vidéo. Et là, vous avez donc l'une des toutes premières et qui fait un peu référence, c'est celle du Hooper, qui date de 2006, donc quasiment au lancement des gaming live sur jeuxvideo.com. Et là, c'était sur une initiative de jeuxvideo.fr. C'était un appel à la communauté, et donc il y avait un peu cette idée de crowdsourcing avant qu'on puisse le nommer, puisque là c'est un terme donc anachronique. À la suite, au cours des années 2010, au début des années 2010, on voit l'apparition des chaînes qui sont aujourd'hui extrêmement célèbres, qui dépassent le million d'abonnés, et ce qui est intéressant au niveau de ces chaînes, c'est qu'il y avait une volonté de construire, d'asseoir un programme qui est cohérent dans son ensemble. Et là, je vous ai mis uniquement les vignettes à titre d'exemple du Joueur du Grenier, puisque aussi le Joueur du Grenier est assez important, mine de rien, sur cette question de la médiation des savoirs sur le jeu vidéo. Et donc là, vous voyez qu'il y a une esthétique globale qui est respectée, avec des codes qui sont signifiants et qui sont cohérents ensemble. Et Joueur du Grenier s'est fait remarquer notamment par son humour, et avec son humour, il a distillé quelques éléments qui pourraient s'assimiler à de la médiation de savoir et de contenu. Et Joueur du Grenier s'est fait remarquer notamment par son humour, et avec son humour, il a distillé quelques éléments qui pourraient s'assimiler à de la médiation de savoir et de contenu. Voilà. Là, vous avez la dernière période qui m'intéresse et que j'ai observée. Ce sont les premières vidéos donc, de Pierre, qui est un vidéaste qui s'est lancé en 2015. Et là, vous voyez une extrême cohérence aussi de ces vidéos, de ces vignettes. Mais très vite, Pierre est quelqu'un qui s'est détaché de cela pour partir totalement explorer le contenu, la réalisation vidéo. Et aujourd'hui, sa chaîne propose des contenus extrêmement variés. Et donc c'est un peu ça la différence entre la période précédente et celle qui est actuelle, c'est que les vidéastes qui se sont lancés à peu près entre 2014-2015 ont aujourd'hui une plus grande plasticité dans leur contenu, tandis que les premiers, qui datent de 2010, cherchaient plutôt à avoir une cohérence globale vis-à-vis de leur chaîne. Ce qui m'amène un peu finalement, quand je vous ai présenté la définition d'Autier, c'était pas non plus de manière agressive pour tout de suite rejeter la vulgarisation sur Internet et surtout la vulgarisation qui se consacre à un objet culturel. C'était plutôt pour proposer un autre axe de réflexion qui est celui de la science populaire. Puisque, au travers de mes entretiens, je me suis rendu compte que les vidéastes, certes, ne respectent pas uniquement la médiation de savoir scientifique, ou même technique, si on voudrait élargir, ou même un petit peu, voilà, oui, vraiment technique, mais plutôt que finalement les vidéastes piochent un peu à droite à gauche, se citent entre eux, citent ponctuellement des acteurs académiques, mais aussi techniques, mais surtout, et comme je vous l'avais montré avec la vidéo d'Albius, ils se citent entre pairs. Donc là, il me semble que c'est une approche intéressante, puisque parler de sciences populaires sur YouTube, c'est plutôt de parler d'un phénomène qui se développe un peu à côté des sciences académiques, et qui finalement, alors il y a des allées et venues entre cette science populaire et les sciences académiques, mais c'est intéressant de les distinguer en tant que deux axes d'évolution. Et donc là, vous avez par exemple un exemple de citation, où vous avez une première vidéo qui a amené un nouveau concept, donc le concept d'immersive sim, et ça s'est développé ensuite dans d'autres vidéos chez d'autres vidéastes, et ça c'est quand même un phénomène qui est très intéressant à observer.
Finalement, ça m'a amené un petit peu à distinguer les contenus sur le jeu vidéo qui sont scindés que je propose de scinder en deux grandes catégories, qui sont les contenus gaming, qui vont regrouper un peu des walkthroughs, des playthroughs, des let's play et autres. Ce sont des organisations, en tout cas, de la médiation des savoirs et des connaissances sur les jeux vidéo. Et il se trouve que c'est assez important, et pour ce faire, j'ai décidé de présenter. En tout cas, la suite de cette présentation va être découpée de la façon suivante. Je vais d'abord entamer une période un peu historique qui va retracer l'évolution de la vidéo sur le jeu vidéo à partir des entretiens qui ont été menés. Ensuite, je vais aborder les vulgarisateurs et les vulgarisatrices sur le jeu vidéo d'un point de vue un peu macro, donc en tant qu'ensemble constitué ou plus ou moins constitué sur la plateforme YouTube. Et enfin, avant la conclusion, j'interviendrai plus précisément au niveau macro, directement sur les vulgarisateurs et les vulgarisatrices. Et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo sur YouTube, la vidéo sur le jeu vidéo remonte en fait avant les années 2000, puisqu'il y a eu toute une période institutionnelle durant laquelle des sites de presse comme jeuxvideo.com ont diffusé des contenus, des vidéos, et c'était principalement des contenus à caractère publicitaire ou alors informatif, on va dire, de présentation. Il y a en 2006 un changement de paradigme, puisque c'est l'arrivée des gaming live sur jeuxvideo.com que vous voyez. Donc vous voyez les deux premiers, le premier gaming live qui est consacré au jeu Psychonaut, qui est un excellent jeu au passage. Et ça a été le début de la présentation ou de jeux dans lequel on a eu aussi de l'audio, des journalistes qui prenaient parole et qui présentaient les jeux. En parallèle, toujours en 2006, on voit l'émergence des premiers vidéastes amateurs qui vont présenter des contenus de présentation sur le jeu vidéo. Et là, vous avez donc l'une des toutes premières et qui fait un peu référence, c'est celle du Hooper, qui date de 2006, donc quasiment au lancement des gaming live sur jeuxvideo.com. Et là, c'était sur une initiative de jeuxvideo.fr. C'était un appel à la communauté, et donc il y avait un peu cette idée de crowdsourcing avant qu'on puisse le nommer, puisque là, c'est un terme donc anachronique. À la suite, au cours des années 2010, au début des années 2010, on voit l'apparition des chaînes qui sont aujourd'hui extrêmement célèbres, qui dépassent le million d'abonnés. Et ce qui est intéressant au niveau de ces chaînes, c'est qu'il y avait une volonté de construire, d'asseoir un programme qui est cohérent dans son ensemble. Et là, je vous ai mis uniquement les vignettes à titre d'exemple du joueur du grenier, puisque aussi le joueur du grenier est assez important, mine de rien, sur cette question de la médiation des savoirs sur le jeu vidéo. Et donc là, vous voyez qu'il y a une esthétique globale qui est respectée, avec des codes qui sont signifiants et qui sont cohérents ensemble. Et Joueur du Grenier s'est fait remarquer notamment par son humour, et avec son humour, il a distillé quelques éléments qui pourraient s'assimiler à de la médiation, à la volonté de créer un espace qui est accessible pour les personnes qui présenteraient des caractéristiques similaires. Mais malgré tout, il faut mettre ça en relief par rapport à leur inconnaissance ou méconnaissance de leur public, ce qui me pousse aussi à rejeter cette notion de vulgarisation, puisque les personnes que j'ai interrogées n'arrivent pas à situer, à catégoriser le public qui les regarde, et donc on ne sait pas si véritablement ils s'adressent à leur pairs, donc à des joueurs qui vont être plus ou moins avertis, mais en tout cas ils ne savent pas s'ils s'adressent à des non-joueurs et des non-joueuses. Et donc du coup, on ne sait pas s'ils sortent véritablement de leur sphère d'influence. Et enfin, il y a quelque chose de très intéressant, ce sont des vidéastes qui publient majoritairement leur contenu sur YouTube, mais il y a une autocritique et une critique de YouTube qui est considérée comme toujours en relation avec ce processus de déconstruction et ce processus politique, ce gradient politique, qui est considéré comme un système qui est inégalitaire et parfois autoritaire. Donc là aussi, il y a notamment il y a certains vidéastes qui marquent par l'utilisation du vocabulaire choisi une certaine critique de la plateforme, notamment parce que déjà le terme plateforme suppose une certaine horizontalité des choses qui rentre peut-être en contradiction avec les situations de monopole que l'on peut observer si on devait parler en termes économiques. Des situations de monopole en termes de vues, etc., en termes de clics. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant et que j'ai pu observer dans mes observations.
En guise de conclusion, je préfère aujourd'hui, en 2017, parler de sciences populaires, puisqu'on ne peut pas encore dire qu'on est véritablement dans une phase de vulgarisation, toujours dans le cadre de l'objet culturel jeu vidéo. Et ce sont des acteurs qui présentent donc un ethos assez paradoxal, puisque d'un côté, il y a une volonté de diffuser un message, mais en même temps, il y a un retrait de leur part quand il s'agit de dire s'ils veulent ou pas convaincre leur public, leur audience de quelque chose, d'un message en particulier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? La question de la réception, diffusion des idées, des représentations et scénarisation pédagogique ne se pose pas lors de la création, de leur création, donc finalement aussi on pourrait questionner leur volonté de vulgarisation, puisqu'ils ne supposent pas, dans la création même de leurs vidéos, ils ne cherchent pas spécialement à dire, voilà, ils ne fixent pas des objectifs pédagogiques. À la fin de ma vidéo, le viewer, la personne qui aura vu ma vidéo, sera capable d'énumérer un certain nombre d'informations concernant tel jeu vidéo, etc. Enfin, et je vais très vite conclure là-dessus, donc comme je le disais, médiatisation des savoirs et des connaissances et volonté de persuasion n'est pas forcément reconnue. S'il y a vraiment ce système un peu de Tom V, qui est parti de Thomas, le créateur de la chaîne Game Spectrum, bien sûr que c'est politique. Quand tu décides de parler à des gens d'un message que tu as vu dans un jeu, c'est un choix politique, le choix du jeu, le choix du message, et donc la vulgarisation, c'est politique, notamment parce que c'est ce que tu choisis de vulgariser. C'est pour ça aussi que je pense sincèrement que mes vidéos se rapprochent un peu de l'idée de l'éducation populaire. À cette question de légitimité, j'ai distingué 3 profils théoriques qui sont perméables et dans lesquels les vidéastes font des va-et-vient. Celui ou celle qui se considère légitime, soit par son statut de joueur, donc je suis joueur, je me considère légitime pour parler du jeu vidéo, ou alors qui vont tout simplement défausser la question en disant bah, je suis autant légitime que d'autres. Donc c'est un statut qui est aussi discutable. Le deuxième profil, c'est le ou la vidéaste qui se considère légitime parce qu'il y a des preuves de compétences techniques avérées qui peuvent être constatables, notamment par exemple une certification. Et enfin, le dernier profil que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le ou la vidéaste qui ne se considère pas légitime car sans certification, diplôme lié aux jeux vidéo, malgré que l'on puisse observer des compétences et une littératie clairement à travers leurs vidéos, etc. Et ce qui est intéressant avec ce profil, c'est qu'il s'encastre des observations que j'ai faites à l'issue des entretiens et des questionnaires diffusés, c'est que cette réflexion de rejet de la légitimité, c'est que ça s'encastre dans un processus plus ou moins abouti de déconstruction, soit en termes social, pour ma part, enfin, pour ma part dans le cas des interviewés, des enquêtés, etc. Là, nous avons un commentaire particulièrement intéressant de Miss Mew, donc qui est game designer, et qui dit « Je me sens légitime dans le jeu vidéo en tant que game designer, en tant que scénariste aussi, mais pas forcément en tant que vulgarisatrice, ironiquement. Pourtant, c'est une créatrice qui aujourd'hui a une chaîne qui est stable, qui mériterait de progresser, ça c'est un commentaire personnel, mais là, ce qui est intéressant avec ce commentaire, c'est qu'ils prennent en compte une pluralité de compétences qui n'est pas forcément en lien et qui n'est pas forcément accessible dans un très court laps de temps, puisque là, il y a une distinction à faire entre la compétence qui est technique et vraiment la compétence qui va être pédagogique, didactique. Une autre citation aussi qui est en référence notamment avec ce processus de déconstruction que j'évoquais, c'est que finalement, donc, Damastes, sous-titré Versus Excursus sur Twitter, énonce qu'il y a un rapport aux armes dans les jeux ou aux jeux contemplatifs qui semble aussi suivre un gradient politique ou de déconstruction. Finalement, qu'est-ce que cela énonce? C'est que les vidéastes, en fonction des jeux qu'ils choisissent, on va pouvoir observer s'ils se considèrent ou non légitimes, et plus ils vont choisir